Passons à un autre exercice. Donc, nous considérons un circuit composé principalement de deux sources de tension, V1 et V2. Donc, j'ai fait référence, ou je fais référence à des sources de tension qui sont idéales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résistance interne de la source. C'est-à-dire que c'est comme je travaille avec des générateurs, avec des sources qui sont idéales ou bien parfaites. Donc j'ai deux sources de tension et deux résistances. Et la question qui se pose, on suppose, on demande de calculer, de déterminer le courant I3 qui traverse la résistance R3. Donc, on va appliquer que les lois de nœud, que les lois de maille pour l'instant. Parce qu'on n'a pas encore vu un certain nombre de théorèmes que peut-être on peut les utiliser dans notre cas. Mais pour l'instant, on va utiliser que ces lois de maille et de nœud. Et à la fin, on va demander une interprétation du résultat. Donc la première chose qu'on doit faire attention, c'est que V1 dans l'exercice, V1 égale à V2, et c'est très important dans l'exercice parce que ça va simplifier énormément les calculs. Et on suppose que R1 égale à 20 ohms, et puis R2 n'a pas de valeur. Donc, probablement que c'est qu'on en aura besoin pas dans le calcul. Donc, on va essayer maintenant d'appliquer les lois de maille. Et pour appliquer les lois de maille, on va essayer de placer des points qui vont nous aider, d'accord, pour raisonner avec des mailles. Donc ici, j'ai une première maille, une deuxième maille, ce sont les petites mailles, et j'ai une grande maille, c'est tout le circuit. On va essayer de placer les mailles, et pour placer une maille, on doit essayer de placer des points qui seront, on va dire, importants. Donc, je place le point A, le point B. Le point B ici, c'est un nœud. Le point A, c'est pas un nœud, parce que c'est le même courant qui circule. Au point B, le courant qui arrive de V1, il sera partagé. Donc B, c'est un nœud. C, c'est un point quelconque. D, c'est un point quelconque. E est un nœud. Et finalement, le F. On va essayer de placer des tensions. Donc on suppose que la tension VCD, elle est notée par V indice CD. C'est la tension entre C et le D. La tension entre VA et F, c'est VAF. On ajoute des courants I1 et des courants I2. Et on ajoute des tensions supplémentaires encore, c'est la tension entre A et B, la tension entre B et C, et on va essayer de travailler avec la première maille qui s'appelle la maille 1. Donc la maille 1, la voilà, c'est un sens que j'ai choisi, arbitraire. C'est un choix arbitraire. Donc, en appliquant la loi de Maille ou la loi de Kirchhoff, donc toutes les tensions qui ont le même sens que le sens de la maille, on les considère, on va les affecter un signe plus. Les tensions inverses, on va les affecter un signe moins. Donc je commence par mon point de départ, bien ma tension de départ c'est VAF. Bon, VAF, normalement c'est VA moins VF. Et donc c'est quoi VAF? C'est VAB plus VBE plus VEF ou bien VAF dans le même sens, donc c'est plus VAF. VAB c'est le sens inverse, donc c'est moins VAB.
VBE, c'est le sens inverse de la maille, donc c'est moins VBE. Et VEF, c'est toujours le sens inverse de la maille, donc c'est moins VEF, égal à 0. D'accord? Donc la loi de Kirchhoff, VAF, puisque je connais la valeur de V1, pour moi c'est une valeur connue, donc VAF, c'est le sens inverse de V1, donc ça donne moins V1. VAB, donc VAF égale à VAB, je transporte cette quantité de l'autre côté, donc ça nous donne VAB plus VBE plus VEF. Donc AB, c'est un fil, AB est un fil, donc la tension au bord d'un fil, elle est égale à 0. VEF, également, c'est un fil, donc la tension VEF, elle est nulle. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il reste? Que VAF égale à VBE. Donc on va appliquer la loi d'Ohm aux bornes de la résistance R1. Donc VBE, qui est égal à VAF, il est égal à R1 I3. Donc la loi d'Ohm, on l'applique ici. Si j'avais un courant I3 qui est montant, on va dire que la loi d'Ohm, c'est VABE égale à moins R1 I3. Mais comme le courant I3 et la tension en inverse, c'est la résistance, bien évidemment, il est en mode récepteur. D'accord? La convention récepteur et non pas la convention générateur. D'accord? Par conséquence, VBE égale à R1 I3 et finalement V1 égale VBE. C'est moins V1 et donc V1 égale à moins R1 et I3. Et j'encadre cette relation, cette expression. Passons à la maille numéro 2 ici, on va faire la même chose. C'est-à-dire VBE de le sens inverse, VBC c'est le même sens, donc je mets un signe plus, VCD c'est le même sens, donc je mets un plus, VDE c'est le même sens que la maille, je mets VDE. Et comme le BC et le ED ce sont des fils, on va dire que la tension VBC et la tension VED sont nulles, VDE et VBC sont nuls. Donc ça reste que moins VBE plus VCD égale à 0. Et je remplace moins VBE, c'est moins R1I3. VCD, donc là, regardez bien, VCD, c'est la somme des deux tensions, la tension V2 mais avec un signe moins, parce qu'il y a du sens contraire, plus la tension en borne de la résistance. On applique la loi d'Ohm. Donc ça nous donne que VCD égale à moins V2 et plus la tension en borne de R2. Quelle est la tension en borne de R2? Puisque le courant il est montant, donc ça sera V2 V2 moins R2 I2. Donc finalement, V2 égale à moins R1 I3 moins R2 I2. Donc là, je n'oublie pas les deux relations. Donc regardez, c'est que V1 égale à V2. C'est ce que j'ai dit dans l'énoncé. V1 égale à V2. Bon, V1 égale à V2, regardez, lorsqu'on égalise V1 égale à V2, automatiquement, puisque R2 il est non nul, automatiquement c'est que I2 égale à 0. Hein, je simplifie avec ça, donc ça donne que I2 égale à 0. Maintenant, la loi de nœud. La loi de nœud, je choisis le nœud numéro, enfin le nœud B. Donc I1 plus I2 égale à I3. I1 plus I2 égale à I3. Comme I2 égale à 0, donc I1 égale à I3. Donc I3 sera moins V1 sur R1
Et donc, on connaît, puisqu'on connaît la tension V1 et la tension R1, donc le courant I3 égale à moins 0,5 ampères. Donc, il est négatif. Cela signifie que la vraie orientation du I3, elle est opposée à la direction choisie, tout simplement. Si on choisit, si on trouve une valeur du courant, elle est positive, ça veut dire le sens de la maille que j'ai choisi, il est bien. Et si je trouve une valeur qui est négative, ça veut dire que c'est le sens inverse. C'est tout simplement. Donc c'est un choix. C'est un choix. Ça va rien influencer sur la valeur du courant. D'accord? Passons maintenant à la notion de diviseur de tension. Bon, donc il est probable que dans quelques projets, et dans vos projets, dans vos projets, parfois, vous devez, ou bien vous voulez utiliser des tensions bien déterminées, d'accord, avec de l'électronique. Parfois, vous voulez alimenter une certaine carte, une carte électronique, une carte embarquée. Vous aurez besoin d'une certaine tension, alors que ce que vous avez, c'est une autre tension. Donc, le diviseur de tension, ça va vous permettre de réduire le niveau de tension que vous avez à un autre niveau. D'accord? Donc, le diviseur de tension, c'est comme c'est un sort de transformateur qui va vous transformer, qui va transformer une tension en une autre tension. Ça veut dire il va la baisser, il va la réduire. D'accord? Donc, c'est tout simplement un montage électronique qui permet de réduire la tension généralement d'entrée à une autre tension, ou à une tension de sortie plus faible. Donc, l'utilisation, comme j'ai dit, c'est la création d'une tension de référence, ou bien, si on veut vraiment atténuer, un signal en basse fréquence. D'accord? Pour l'instant, il n'y a que des régimes continus et des régimes, on va dire, si on travaille avec un régime sinusoïdal, bien un régime fréquentiel, il n'y a que le régime basse fréquence, il n'y a pas de haute fréquence. Donc, prenons ce modèle. Ici, je prends une tension d'entrée, donc j'applique une tension d'entrée et je vais récupérer une tension de sortie. Donc regardez bien le courant qui vient d'ici, c'est un courant qui vient de l'entrée, regardez, hein, c'est un courant en marron, il traverse la résonance R2 et à ce niveau-là, ça c'est pas un nœud, ça c'est uniquement je place, qu'est-ce qu'on dit, on place un voltmètre et le voltmètre, elle a une résistance infinie. L'ampèremètre, il a une résistance série nulle. Un voltmètre, il a une résistance infinie. Ça veut dire que il n'y a pas de courant qui circule, puisque le schéma équivalent d'un voltmètre il a une résistance qui est infinie. Donc le courant qui passe dans R2, il est le même qui passe dans R1. Et par conséquent, on va dire que la tension U1 sur R1 égale à la tension U sur la somme des résistances. Donc, ça, c'est très simple de raisonner avec les lois de May. Ça va donner ce résultat, mais on doit garder ça une fois pour toutes. C'est que à chaque fois qu'on est présent devant un diviseur de tension, la tension de sortie sur la résistance correspondante, c'est la tension d'entrée sur la somme des résistances. Et ça va nous donner cette relation-là qui est très très importante. Donc la tension de sortie, en fonction de la tension d'entrée et en fonction de résistance. Et donc si on choisit des résistances, on doit bien choisir ces résistances. Donc la tension de sortie sera inférieure à la tension d'entrée. Donc maintenant,
On va travailler avec, cette fois-ci, un pont de diviseur de tension où, à la sortie, on place une charge. C'est ce qu'on appelle un pont diviseur de tension chargé. C'est-à-dire, côté de la sortie, on place une résistance, on appelle une résistance de charge. C'est-à-dire, c'est un pont diviseur de tension chargé. Donc, rien ne va changer. On va ajouter ici une résistance. Et par conséquence, on doit faire attention, c'est que j'ai ce courant I qui circule, et puis là, il va rencontrer un nœud. Là, c'est un autre élément qu'on a ajouté. Donc le courant I, une fois qu'ils arrivent à ce point-là sera déclaré comme un nœud. Donc il va se partager un courant traverse R1 et un courant qui passe dans la résistance RL qui s'appelle le IL. Donc la tension UL, la tension U1, qui est une tension de sortie, elle est la même aux bornes de R1, elle est la même aux bornes de RL, puisque R1 et R2, ils sont en parallèle. D'accord? Bon, les deux résistances sont en parallèle. Donc pourquoi ils sont en parallèle? Parce qu'ils ont les mêmes potentiels. De ce côté-là, RL et R1, ils ont le même potentiel, ça c'est un fil. De ce côté-là, c'est un autre fil. Donc R1, RL ont les mêmes potentiels, donc ils sont montés en série. Lorsque deux résistances ils sont traversées par le même courant, ils sont montés en série. Donc je peux mettre R1 et RL en parallèle, ils sont en parallèle déjà, donc je peux mettre une résistance équivalente. Donc 1 sur la résistance équivalente, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc R équivalente, ce sera le produit R1 fois RL sur R1 plus RL. Et par conséquence, on va essayer de revenir en arrière vers le circuit précédent et où le R1 sera remplacé par R équivalente et donc le nouveau diviseur de tension sera U1 sur R équivalent égale à U sur la somme R équivalent plus R2. Voilà. Et je remplace R équivalent par son expression. Pour le diviseur de courant, qu'est-ce qu'on va dire? Ce que nous avons dit pour le diviseur de tension, il est valable aussi pour le diviseur de courant. Ça va nous permettre de diviser une intensité de courant en une autre intensité. D'accord? Donc, j'ai une intensité qui est, on va dire, de valeur de grande valeur. On veut la réduire à une autre valeur. Donc, en courant, on appelle ça un diviseur de courant. Donc la formule du diviseur de courant permet de calculer l'intensité du courant dans une résistance, lorsque celle-ci fait partie d'un ensemble de résistances en parallèle. Et bien évidemment, lorsqu'on connaît le courant total qui alimente cet ensemble. D'accord? Donc ici, je prends le cas d'un circuit. R1, R2 sont montés en parallèle. D'accord? Et j'ai le courant total qui est généré par le générateur E, c'est le I de T. Donc U1 égale à I2, c'est le même potentiel. En appliquant la loi d'Ohm, ça va nous donner que R1 I1 égale à R2 I2. U1 c'est R1 I1, la loi d'Ohm. La loi d'Ohm ici c'est R2 I2. Et le I total, je prends ce nœud. Donc le I total, c'est un courant d'entrant. Et I1 et I2 ce sont des courants sortants. Donc I total, la somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants. Donc I total, c'est un courant d'entrant.
et les courants sortants, il y a deux courants, et donc I total c'est I1 plus I2, ce qui va nous donner que I2 égale à I total moins I1, et donc j'utilise cette relation-là. Donc je vais ramener I1 ici, donc ça va nous donner R1 plus R2 I1 égale à R2 I total, et par conséquent I1 ce sera égal à R2 sur R1 plus R2 I total. D'accord? Et le I2 également de la même manière. D'accord? Donc je crois que c'est ce qu'on demande. C'est de calculer la formule du diviseur de courant permet de calculer l'intensité du courant dans une résistance R2 ou R1 parce qu'on connaît le courant total. Voilà, on connaît le courant total, on suppose qu'on connaît, et donc on peut déterminer les courants qui traversent R1 et R2, et ça s'appelle le diviseur de le courant. Donc la conductance, donc parfois, ou bien à chaque fois que nous avons des éléments, des résistances, indépendamment de résistance d'une manière générale, à chaque fois que nous avons des éléments ou des dipôles qui sont montés en parallèle, bon, il vaut mieux de travailler avec ce qu'on appelle des conductances, dans le cas des résistances. Hein, si vous avez des résistances qui sont montées en série, on travaille avec des résistances, mais lorsque vous avez des résistances qui sont montées en parallèle, il vaut mieux de raisonner avec des conductances, qui sont l'inverse des résistances. D'accord? Donc l'inverse d'une résistance, c'est une conductance. Le symbole, c'est le ohm-1, ou bien le Siemens. Donc, la conductance électrique, c'est le pouvoir que possède la charge électrique à circuler dans un certain chemin. Donc, si je raisonne avec la conductance, G1 égale à 1 sur R1, G2 égale à 1 sur R2, deux conductances, et donc je peux trouver le I1 en fonction du I total, en fonction des conductances, et de même le I2 en fonction du I total et en fonction des conductances. D'accord? Parce que même la relation des résistances qui sont en parallèle, au lieu de mettre 1 sur R équivalente égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2, on va mettre G équivalente égale à G1 plus G2. D'où l'intérêt d'utiliser des conductances à chaque fois que vous avez des résistances qui sont montées en parallèle. Donc ici, je peux généraliser le calcul, c'est-à-dire je suppose que j'ai un courant qui provient d'une source et j'ai n éléments qui sont montés, n résistances qui sont montées en parallèle. Donc, je peux appliquer la relation précédente, je peux la généraliser. Bon, I1 sera G1 sur la somme de toutes les conductances fois I total. De même, I2 sera G2 sur la somme des conductances I total, ainsi de suite. Hein, c'est ce que j'ai fait. On peut la généraliser dans n'importe quelle branche pour calculer n'importe quel courant traversant la branche. Maintenant, le théorème de Millman. Le théorème de Millman tire son nom de l'électronicien Jacob Millman, qui en est à l'origine. Donc le théorème de Millman s'applique à un circuit électrique qui est constitué de n branches. D'accord? De n branches qui sont en parallèle. Donc chacune de ces branches comprennent un générateur de tension parfait en série avec un élément linéaire, une résistance par exemple. D'accord? Bien évidemment, ce théorème de Millman il peut s'appliquer aussi bien en continu comme en, on va dire, un autre régime alternatif, les basses fréquences. D'accord? Si je prends le cas général d'un circuit où il y a des générateurs E1, E2, E3, En,
ou il y a également des résistances qui sont montées en série avec les générateurs. Donc, on va essayer de dire que, d'après Millman, la tension UM, qui est la même tension le long de ce circuit, UM, c'est à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. D'accord? Parce qu'il n'y a pas d'élément entre branche et branche. Il n'y a pas d'élément, donc la même tension UM va se répéter partout. Donc, si on applique la loi de Millman, le théorème de Millman, pour ce théorème, je peux le démontrer, au moins pour un circuit à 2-3 éléments. Et on peut le généraliser dans le cas de n éléments. Ça veut dire n éléments, c'est n générateurs avec n résistances. Bon, R1, R2, ce ne sont pas des résistances internes du générateur, ce sont des résistances indépendantes. Hein, les générateurs n'ont pas de résistance. C'est pour cela qu'on a dit un générateur de tension parfait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance interne. Et donc voilà la relation qu'on utilise. C'est le théorème de Millman, c'est que UM sera la somme des E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus jusqu'à E1 sur R1 sur 1 sur R1 plus R1 sur R2 également. Et dans ce cas-là, il vaut mieux qu'on raisonne avec des conductances parce que vous avez des éléments qui sont montés en parallèle. D'accord? Donc si on fait un exercice, prenons un exercice, E1 R1, E2 R2 et R. D'accord? Donc on peut déterminer le courant I en appliquant la loi de, ou bien en appliquant le théorème de Millman. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je peux prendre cet élément, cette branche-là AB, je peux la faire de l'autre côté. Rien ne va changer. D'accord? Parce que j'ai des éléments qui sont en parallèle, que je mets cette branche ici et je la remplace avec cette branche-là, ça ne va rien changer. Donc c'est ce que j'ai mis. J'ai essayé de mettre E2, R2 à côté de R1, R1, justement pour avoir une visibilité sur le théorème de Millman, pour l'appliquer. Et je laisse la branche à laquelle je m'intéresse de côté pour déterminer le courant I. Donc, maintenant, je peux appliquer le théorème de Millman en disant que la tension, ou bien tout ça, je remplace avec une force, une force électromotrice EM et une résistance RM. Bon, RM, ça sera calculé de la même manière comme nous avons vu dans le théorème, et EM, ce sera calculé de la même façon. Et donc EM, on applique les relations. Ici, j'ai que deux éléments, et 1 sur M, ça sera comme ça. D'accord? Donc ça, maintenant, on se retrouve, on peut appliquer la loi de May, Rm égale à R1, R2 sur R1, EM, je continue le calcul, donc c'est du calcul à faire, et Rm et R sont montés en série, d'accord? C'est le même courant qui reste, et on va choisir un sens par défaut, c'est une maille, la loi de May, et je suppose que R' égale à la somme des résistances Rm et R, EM égale à U', d'accord? Donc EM égale à U', EM égale à Rm plus R fois le courant I, et voilà, le courant qu'on cherche sera EM sur R plus EM. Et voilà une première application du théorème de Millman qui nous a permis de calculer avec aisance le courant I. Maintenant, on va remplacer EM par son expression, Rm par son expression, et le courant a pour
nouvelle expression. Donc, il suffit de faire le calcul et voilà ce qu'on cherche, le courant I1. Et on peut passer à l'application numérique, cette fois-ci en remplaçant chaque terme par sa valeur. Donc, un autre exercice, c'est d'application. On demande de calculer I0 traversant la résistance R0 en appliquant le théorème de Millman. La même chose, on va prendre tout ce qui est R1, R2, R3, E1, E2, E3 et on va les remplacer avec une source EM et une résistance RM. Bon, pour l'instant, on suppose que R1 égale à 10 ohms, R2 égale à 20 ohms, R3 égale à 30 ohms, E1, R0 égale à 100 ohms, une résistance de charge, E1 égale à 1 volt, E2 égale à 2 volts, E3 égale à 3 volts. Donc nous avons ici trois branches qui sont montées en parallèle. Donc je peux appliquer le théorème de Millman. Par conséquent, le théorème de Millman, je représente toutes ces trois branches par une seule branche avec une force électromotrice ou bien avec une tension EM et avec une résistance RM. Bon, EM, c'est quoi? EM, c'est quoi? On peut l'exprimer, on va dire, en fonction de E1, E2, E3, R1, R2, R3 et de même RM. RM, c'est-à-dire que ça sera 1 sur RM égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Et comme ça, ce circuit sera simplifié. D'accord? Et ça va nous aider à calculer. Donc, vous avez RM, une résistance de Millman. EM, c'est un générateur de Millman. Et par conséquent, EM, on va appliquer la relation précédente. Je remplace chaque terme par sa valeur. 1 sur Rm, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Je remplace chaque résistance par sa valeur. Et je trouve EM. Et je trouve Rm. C'est très simple. Donc Rm et R0, on va voir, enfin, ils sont montés en série, ils sont traversés par le même courant, comme on l'a fait dans l'exercice précédent. Voilà, Rm et R0 sont traversés par le même courant. Donc je peux les remplacer avec R', et on applique que la tension EM, c'est la tension U, ou bien EM moins U' égale à 0. Donc EM égale à U', EM égale à Rm plus R0 I0. Donc I0, ça sera EM sur R1 plus R0, et donc je remplace EM par son expression, Rm par son expression, et je pousse un petit peu le calcul. Le calcul, ça c'est du calcul à faire, c'est simple. Voilà. Réduire au même dénominateur. Et ça va nous donner cette nouvelle expression. Voilà, I0. Maintenant, je passe à ce qu'on appelle la transformation d'une source de tension en une source de courant. Donc, nous avons une transformation de source. Donc c'est la première méthode que nous allons voir dans cette partie-là. Elle permet de transformer une source de tension ayant une résistance en série à une source de courant ayant une résistance en parallèle. D'accord? Donc, cette transformation, c'est quoi? C'est de transformer une source de tension avec une résistance montée en série en une source de courant avec une résistance montée en parallèle avec le générateur de courant. Donc la transformation, elle est donnée ici. Donc voilà une source de tension. Elle est équivalente
à une source de courant. D'accord? Donc ça, c'est une source de tension avec une résistance placée en série. Elle est équivalente à une source de courant, un générateur de courant, mais cette fois-ci, elle est placée en parallèle avec une résistance, mais qui est la même résistance. D'accord? Faites attention, c'est la même résistance. Donc ce passage, il est conditionné par une même résistance. Donc si je mesure, si je place ici un voltmètre pour mesurer AB, donc je trouve que I qui traverse le circuit sera égal à Vs sur R. D'accord? Bon, ça c'est un ampèremètre plutôt. Bon, l'ampèremètre, il a une résistance en série nulle, c'est-à-dire Vs égale à Ri plus 0. D'accord? Donc si on veut avoir un schéma clair, on peut remplacer l'ampèremètre par un fil. D'accord? Alors l'ampèremètre, il est toujours placé en série dans un circuit. Ça nous permet de mesurer un courant. Est-ce qu'il influence? Il n'influence pas. Est-ce qu'il a un effet de résistance? Non, on suppose que sa résistance, elle est nulle. Un voltmètre, c'est la même chose, sauf que sa résistance, elle est infinie. Donc, pour que le circuit de droit, ici, soit équivalent à celui-là, parce que là, je pars d'une transformation, c'est-à-dire ce circuit, il est équivalent à celui-là. Pour que le circuit de droit soit équivalent au circuit de gauche, donc il faut que les tensions mesurées soient les mêmes. Alors si je prends ici et je mesure une tension, je trouve que VAB, c'est le courant R traversé par le courant IS. D'accord? Donc IS sera VAB qui est VS, parce que VAB ici c'est VS, et ça nous permet, comme ça, de transformer une source de tension en une source de courant. Donc ce qu'on doit retenir, la transformation d'une source de tension en une source de courant, ça consiste à remplacer une source de tension où il y a on va dire une tension Vs et une résistance série avec une source de courant. Mais cette fois-ci, cette résistance, elle est montée en parallèle. D'accord? Donc, un exercice pour mieux comprendre, on demande de calculer la puissance dans la source de valeur de 6 volts. Donc, voilà la source, E. On demande de calculer la puissance dans la source de 6 volts du circuit suivant. Bon, si on veut calculer la puissance, on n'a qu'à calculer le courant et la tension au niveau de la source. Parce que finalement, la puissance, c'est un produit entre courant et une tension. Donc, je suppose que E1, c'est 6 volts, R1, R2, enfin, tout ça, ce sont des valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appliquer la transformation de source de cette partie-là. On va remplacer cette source VS-RS avec un courant IS, avec une source de courant et une tension RS la même. Vous avez vu? Ça reste la même. D'accord? Donc je remplace cette source de tension par une source de courant. Et donc je vais essayer de refaire le schéma. IS, ça sera, comme j'ai dit, la tension ES sur RS. D'accord? C'est la tension VS sur IS, ce sera ES sur RS. C'est 40 volts sur 50 ohms égale à 8 ampères. Donc voilà, je me retrouve avec le nouveau circuit.
donc, où cette partie-là, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, on se retrouve avec deux résistances qui sont montées en parallèle. Donc, je vais les remplacer avec une résistance équivalente. La voilà. Et je fais le calcul. Donc, IS, ça sera égal à VS sur RS. Également, je complète le calcul. R équivalente, je fais le calcul. D'accord? Et à nouveau, ce que je vais faire l'inverse. Je vais transformer cette source de courant en une source de tension, tout en préservant la même résistance équivalente. Donc, voilà, je remplace avec une résistance équivalente en série, d'accord? Bon, une résistance équivalente, et on se retrouve avec des résistances R2, R équivalente, R4, ils sont tous traversés par le même courant, donc ils sont montés en série. Donc, je peux remplacer R2 plus R équivalente plus R4 avec une seule résistance. Je vais noter RS1. Et je vais faire une autre transformation, cette fois-ci tension courant. Et à chaque fois, je fais le calcul des paramètres. RS1, c'est la même. D'accord? RR, c'est la même, c'est la somme des résistances. Et S1, c'est 1,6 ohm. Faisons le calcul. Et voilà à nouveau on va dire le nouveau schéma. On se retrouve avec R3, R, S1 100 en parallèle. Je calcule la résistance équivalente. D'accord? Et finalement, j'ai à nouveau un générateur de courant et une résistance parallèle. J'applique la transformation toujours courant-tension et je me retrouve avec un schéma final où je peux appliquer les lois de Kirchhoff en disant que E égale à V1 plus V2 plus VS2 et donc ça nous permet de calculer le courant. C'est le courant qui est débité par le générateur. Voilà sa valeur. Et la puissance, ça sera moins E fois le courant I, parce que c'est le mode générateur. D'accord? Donc il y a un signe moins. Courant et la tension, c'est, on va dire, le même sens. Et on trouve une valeur qui est égale à 4,95 watts. Voilà ce qu'on demande.